Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce dimanche. J'ai le plaisir de recevoir John Kolela, député de l'ICASI, député national de la circonscription de l'ICASI. Et avec lui, nous allons parler des temps forts et analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine. Alors, très heureuse de vous recevoir, John Kolela. Merci, Madame Paulette. Le plaisir est partagé. Très heureuse en tout cas, mais comme l'actualité est très riche, eh bien, nous prenons Togo, le premier condensé. Mesdames et messieurs, nous allons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme vous le savez, cette semaine, c'était assez chaud à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont destitué Roger Ntingi, qui est le chairman de cette institution, mais lui aussi, vous avez suivi sa réaction. Il se dit toujours président de cette institution. Et évidemment, comme à l'accoutumée, j'aime bien le dire, Congo Web Télévision, la rédaction de Congo Web Télévision est descendue sur le terrain pour poser la question à ses téléspectateurs et téléspectatrices par rapport au projet de loi sur le statut du chef de l'État. Suivons. À l'Alliance pour les progrès du Congo, l'on s'insurge contre certaines pratiques observées au pays. À titre illustratif, la présidente nationale de cette formation politique condamne haut et fort le fait que le banderole et autres insignes du parti placés dans la municipalité du Kasavubu ont été retirés par la bourgmestre de la dite commune. Henriette Ouamou révèle la cause qui aurait motivé la numéro 1 du Kasavubu à poser cet acte qui, selon elle, ne vise pas la bonne marche de la démocratie au pays. Toutes ces banderoles et autres insignes du parti placés juste à l'entrée de son siège à Kasavubu ont été retirés, et cela sur ordre du bourgmestre de cette commune. L'APC, qui exprime toute son indignation face à cet acte, prend à témoin la communauté tant nationale qu'internationale et conclut que son seul péché, c'est d'être membre du RASOP avec Félix Tshisekedi comme président et Pierre Lumbi à la tête du Conseil des sages de cette plateforme politique et en même temps allié de l'UDPS dirigé par son secrétaire général Jean-Marc Kabound. L'APC refuse de croire que ceux qui en principe, de par les fonctions qu'ils occupent, devraient protéger cette jeune démocratie, soit ceux-là même qui les premiers s'illustrent à des actes peu recommandables d'une certaine époque. Toutefois, l'APC se réserve le droit de porter l'affaire en justice, le but étant de sauvegarder la démocratie au motif que le pluralisme politique est sacré. C'est une initiative qui réjouit bon nombre de Kinois. Le projet de loi portant statut spécial d'un ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, tel que préconisé par le Sénat, est accueilli favorablement. Il va certes garantir la sécurité d'un ancien père de la nation. L'idée est bonne. Un ancien chef de l'État doit être un citoyen comme les autres après qu'il ait travaillé dans ce pays. Il n'est pas normal que les gens qui ont servi le pays pendant longtemps et qui l'ont bien fait se retrouvent, comme le cas de l'ancien président de la République, Joseph Kasavubu, mourir dans des conditions de misère. C'est pas normal. C'est une voie normale pour la démocratie et ça donnera beaucoup plus l'envie d'alternance et ça facilitera aussi l'alternance dans notre République démocratique du Congo. Parce que le président en fonction souvent ont tendance à avoir peur de leur futur. Ils ne savent pas ce qui pourront leur, comment dirais-je, venir après leur fonction. Mais si au moins au niveau du Sénat, on commence à voter des lois qui vont dans le sens de protéger, de créer des corridors de sécurité pour les anciens présidents de notre pays, moi je pense que c'est une bonne chose. D'autres par contre ne jurent que sur l'impartialité de cette loi. Il faut que ça soit une loi qui ne soit pas abjecte, c'est-à-dire une loi qui permette de protéger une personne qui a honnêtement travaillé, correctement travaillé, qui a respecté les institutions, qui a respecté la Constitution, par exemple. Mais quelqu'un qui n'a pas fait ça, je ne vois pas pourquoi on les protégerait. Je crois que ça doit être des gens honnêtes qui ont correctement travaillé. Si nous proposons des projets de loi, quelle sera maintenant la réaction de notre pays par rapport aussi à la communauté internationale au niveau de crimes contre l'humanité? C'est là où nous posons un peu de questions. En ce moment-là, le président sera protégé avec toutes ces erreurs. Il faut que cela soit la communauté nationale puisse aussi appliquer, nous accompagner dans notre respect des lois de ces projets. Notons que plusieurs lois votées et promulguées dans cette législature souffrent de la non-application. Les Kinois espèrent cette fois-ci vivre le contraire.
Nous allons revenir sur Roger Nsingui, malgré qu'il n'y a pas eu l'image. C'est la technique, ça arrive, mais vous êtes vous-même député national, John Kolela. Comment vous analysez la destitution par les députés provinciaux de leur président? Est-ce encore un coup des assemblées provinciales? Comme vous le savez, en RDC, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les assemblées provinciales. Quand la tête de leur président ne le plaît pas, eh ben, on le fait partir. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que depuis un certain temps, dans toutes les assemblées provinciales, il s'est posé beaucoup de problèmes entre les assemblées, le gouverneur et d'autres membres du gouvernement provinciaux. Ce qui concerne la ville de Kinshasa, nous avions suivi l'évolution de ce qui s'est passé. D'abord, récemment, lorsque j'étais en vacances parlementaires, j'ai suivi certaines initiatives des députés qui voulaient à ce qu'ils puissent contrôler le gouvernorat de la province compte tenu de l'insalubrité et d'autres situations de gestion de la province. Mais dès lors que le président de cette institution était à la base de blocage de certaines initiatives de contrôle parlementaire reconnues dans la Constitution et dans les lois du pays, il était du droit de député de décider parce que il est écrit dans nos règlements la manière dont on peut procéder pour destituer un membre du bureau ou bien le bureau d'une institution. C'était légal, c'était tout à fait légal. Selon leur règlement d'ordre intérieur, c'est faisable. Jusqu'à présent, les informations en notre possession, ils ont suivi la forme et le fond. Parce que j'ai suivi M. Nsingui quand il voulait se défendre. Il s'est défendu, il a dit, il reste, hein, il est encore président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il ne suffit pas de s'autoproclamer pour rester président, il faut suivre les règles de jeu. Je sais qu'il peut vouloir s'imposer parce qu'il sait qu'il peut être le ministre de l'Intérieur et de son côté, parce qu'il cherche à tout moment à violer la Constitution et les lois du pays. Il pense que c'est une couverture pour lui. Parce que dans sa défense, il évoque le nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire que le vice-ministre de l'Intérieur avait donné l'ordre aux autres de ne pas convoquer la plénière. De quel droit, monsieur le vice-ministre, peut intervenir dans une institution qui est indépendante, une institution délibérante, qui est en train de faire son travail en interne, pour donner les injonctions aux autres députés de ne pas convoquer la plénière. Le terme actuel, c'est le néologisme en RDC, c'est la chadarisation. Chadar s'occupe des institutions qui sont sous sa tutelle. C'est ça le grand problème. Lorsque toute une société commence à vous considérer comme une personnalité qui est là pour contredire la loi et les règles de la vie dans la société, ce n'est pas bon. Vous savez, quand nous étions élèves dans la classe, il y avait soit on connaît les premiers de la classe, soit on connaît les derniers. Mais lorsqu'on vous connaît tant que dernier, ça devrait être un sujet de honte. Ça ne peut pas être une gloire pour Chadar. Et lorsqu'on commence à parler que la chadarisation veut dire contredire les règles de jeu de la société, les règles de conduite. Vous êtes vous-même député national. Il y a d'ailleurs une motion de défiance aussi contre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai un député avec moi. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est un tohu-bohu là-bas. Vous voulez faire partir aussi Aubin Minakou? Oui, comme vous le savez très bien, en date du vendredi, il y avait 2 motions. Ces 2 motions ont été introduites à l'Assemblée nationale depuis avant d'aller en vacances passées, mais vu que le ministre était en déplacement, on les a programmées pour cette session. Avant cela, la Cour constitutionnelle avait déjà pris une décision selon laquelle aucune motion incidentielle ne peut pas arrêter une motion de défiance. D'abord, par nature, la motion de défiance elle-même, qui est une motion écrite et qui exige 1/10 des signatures, elle est supérieure à une motion incidentielle qui est une motion orale et par une seule personne. Alors, de cela, la majorité a pris l'habitude de violer les lois du pays et la Constitution en protégeant le ministre qui travaille mal pour qu'on ne puisse pas le sanctionner. Mais John pardon, le député de l'ICASI, mais on a ouï dire que les signatures aussi, il y avait des non-députés qui avaient signé à cette liste-là. Nous, on a essayé de poser les questions, on a dit qu'il y a des non-députés qui ont signé cette liste par rapport à la motion de défiance. Non, Madame Paulette. S'il y a les non-députés qui ont signé, ils n'ont qu'à te donner d'abord son nom. Le député a signé et quand on a demandé qu'il y avait un nom qui était illisible, le député était dans la salle, il est monté devant pour défendre que c'était bien lui, la personne qui a écrit son nom. Par conséquent, le fait que la motion de Babawasso est votée, par conséquent, l'Assemblée nationale a pris la décision d'invalider ces députés-là. Parce qu'il était là. La motion de Babawasso était dans ce sens.
on devrait rejeter notre motion de défiance parce qu'il y a un non-député qui a signé Exactement. sur la liste. Est-ce qu'il est député, ce monsieur? Vous pouvez quand même nous dire son nom, parce que nous parlons à cette population qui est assez intelligente, moi je le dis. Est-ce que vous connaissez le nom de ce député? Le député s'appelle Manatango. C'est un député, il est élu de la circonscription dans le Bas-Congo. Alors, on ne peut pas prétendre que parce que vous n'êtes pas arrivé à déchiffrer l'écriture de la personne, c'est qu'il n'est pas député. Le fait que l'Assemblée a voté pour la motion de Baba Bassoé, cela équivaut à ce que ces députés-là aient invalidé à ce jour. J'aimerais souhaiter que l'Assemblée nationale arrive jusqu'au bout. Parce que la motion de Baba Bassoé était dans ce sens. Que la motion contient le nom d'un non-député. Exactement. Les députés s'est présenté, on n'a pas voulu l'écouter. Le fait que la motion contient le nom d'un député, c'est-à-dire nous autres, les 49 restants, nous avons fait faux et usage de faux. Et par conséquent, nous sommes coupables de cette infraction. Il faut que les PGR puissent s'en occuper. Nous espérons que le président de l'Assemblée va saisir le PGR pour nous envoyer au niveau du PGR pour qu'ils nous entendent à propos de ces faux-là. Mais le député est passé. Le fait qu'on a voté cette motion-là, c'est-à-dire on ne reconnaît pas la qualité de ces députés-là, et à ce jour, il est invalidé. Donc il faut que l'Assemblée revienne à la décision pour que ces députés continuent à travailler. Et la conséquence de revenir à la décision voudra dire que Chadari doit venir se présenter devant l'Assemblée pour répondre de ses actes. John Nkolela, j'ai un député avec moi, j'aimerais vraiment avoir votre réponse et sincèrement que cela vienne du cœur. Est-ce que les députés aujourd'hui sont-ils en train de regretter Vital Kamerhe? Parce qu'on a ouï dire que Oben Minaku se comporte beaucoup plus comme président du groupe parlementaire PPRD et Alliés, comme président du groupe PPRD et Alliés et non comme président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas au milieu du village par rapport à Vital Kamerhe de l'époque. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est regretté comme chairman de l'Assemblée nationale? Oui, nous pouvons dire cela parce que la réalité dans le terrain prouve qu'il n'y a pas de démocratie comme on prétend. Si démocratie il y a, c'est que nous sommes dans une démocratie immorale. La démocratie immorale, pourquoi? Parce que vous connaissez les lois du pays, mais vous ne voulez pas les appliquer pour protéger les individus. Je prends le ministre de l'Intérieur, qui a séquestré les combattants de l'UDPS à la permanence pendant 4 jours, le privant d'eau, de nourriture, d'électricité. Lorsqu'on traquait les Mwandansemi, je ne parle pas des Mwandansemi, mais je parle de la population qui a subi les affres de la tyrannie et de la terreur. On a privé les populations de 2 communes pendant environ 3 semaines des produits de première nécessité, de leur mouvement. On invite un ministre pour venir se justifier. Vous prenez le courage parce qu'on vous a filé quelques billets de banque. Vous avez des preuves, parce que là, c'est aussi une accusation assez grave, parce que on dit que les députés nationaux sont facilement corruptibles aujourd'hui. Ce ne sont pas tous les députés, de dire ça, mais la preuve serait que le fait que cette motion-là est votée pour invalider un collègue afin de protéger un ministre, c'est inadmissible. C'est une preuve éloquente qu'on n'a pas voté par conscience, on a voté par contrainte. Vous allez dire clairement à cette population, moi je pose des questions assez claires et pratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous affirmer aujourd'hui que Zakari Baba Bassoé a reçu de l'argent quelque part pour invalider cette motion? Je ne sais pas citer le nom de Zakari Baba Bassoé, mais vu la motion, la manière dont elle a été posée, la motion parle d'un individu qui est député, on ne le reconnaît pas en tant que député. À ce jour, la conséquence de ce vote-là veut dire que ce député-là est invalidé. Moi, je dis que les gens n'ont pas voté comme ça. C'est parce que la personne est passée devant. Elle s'est justifiée que je suis là. Mais on ne veut pas les comprendre. On a voté. Donc, moi, je dis qu'il y a un problème. Cela justifie cette motion de défiance vis-à-vis d'Oben Minaku. Cela justifie la motion. Est-ce que ça va passer, puisqu'on sait comment ça se passe? Déjà, pour les ministres, ça ne passe pas. Est-ce que vous êtes sûr que Oben Minaku peut quitter son poste de président de l'Assemblée nationale, ou c'est un coup de paix dans l'eau, vous voulez trop crier, tout ça, tout simplement? La démocratie reste la démocratie. On n'ira pas prendre Oben Minaku dans sa cravate pour lui faire la bagarre. Nous sommes en train de poser les actes qui sont de notre compétence pour prouver aux yeux de l'humanité tout entière que nous sommes en train de faire correctement notre travail. Si la majorité va protéger encore Oben Minaku, qu'il le protège. Mais néanmoins, les lois du pays sont là. La Cour constitutionnelle a déjà pris une décision selon laquelle une motion incidentielle ne peut pas arrêter une motion de défiance. Est-ce que vous allez retourner à l'Assemblée nationale, au plénière, puisque vous êtes sorti? Vous allez y retourner ou vous demandez quelque chose en échange? Retourner, nous allons retourner, mais nous allons poser les actes. Nous allons agir à travers les actes. Il y a déjà la motion
adressé au ministre des Affaires étrangères à propos des passeports, qui a déjà réuni toutes les signatures et elle a été déposée depuis hier. Il y a la pétition contre... C'est pas fini, hein, cette histoire. Hein. Ce n'est pas fini parce que ça cause trop de problèmes, ça cause trop de devoirs dans la population. Et il faut que nous qui sommes les députés, qui sommes censés protéger la population, que nous puissions faire au moins quelque chose pour ce peuple-là. Si un autre Zakari Bababa se viendra avec une autre motion incidentielle pour nous arrêter, qu'il vienne et que la population comprenne au moins qu'il y a Zakari Bababa qui ne veut pas de son bonheur. Ce projet de loi par rapport au statut du chef de l'État, quelle est votre lecture? Doit-on protéger nos chefs d'État? Parce qu'on se rend compte que c'est assez difficile aux chefs d'État africains, John Kolela, de partir calmement. On le sait, on n'a plus à se voiler la face. Doit-on vraiment créer cette loi-là pour les protéger après leur présidence? Oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça stimule aussi l'alternance et ça permet à ce que les chefs de l'État, qui sont quand même des personnalités qui ont dirigé la République, puissent être dans une condition qui leur permet de vivre correctement. Là, je dois parler sans voir que c'est le chef de l'État actuel, mais je parle de manière générale parce que la loi doit être impersonnelle. Comme notre téléspectateur venait de le dire, ça ne doit pas être des lois qui favorisent ce qui ne doit pas être fait. Particulièrement l'impunité, ou encourager les autres à faire davantage du mal, sachant qu'ils ont les immunités et qu'ils ne peuvent pas être touchés. Moi, je pense qu'en ce qui concerne le chef de l'État, nous devrons prendre des lois qui les sécurisent pour leur vie, mais quant à leur comportement qu'ils ont posé et qui ont violé les lois du pays, ils doivent être punis comme tous les autres citoyens. Sinon, on ne doit pas faire une discrimination. Avant de passer au deuxième sujet, question personnelle, avez-vous confiance à la Cour constitutionnelle, John Kolela? Nous avons confiance à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas pour autant que nous devrons dénoncer les injustices de notre justice. Lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des irrégularités, nous avons le devoir de les dénoncer. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrons dire qu'il n'y a pas la justice, mais néanmoins nous sommes là, être très vigilants par rapport à ce qui se passe. Étant que citoyens, partout dans le monde, ça peut arriver que la justice peut commettre une erreur et c'est à nous de créer de sorte que les choses puissent être faites de manière correcte. Satisfait de votre mandat à l'Assemblée nationale, John Kolela? De manière individuelle, je suis totalement satisfait. L'opposition a joué son rôle à l'Assemblée nationale? Oui, j'arrive. D'abord, de manière individuelle, je fais mon travail. Lorsqu'il y a à dénoncer, j'ai dénoncé. Je fais des motions, des questions orales, des questions écrites, j'en ai fait. J'ai signé des motions lorsque ça n'allait pas. J'ai voté des lois en âme et conscience pour que la République puisse aller de l'avant. J'ai toujours discuté lorsqu'on présente un budget pour qu'on puisse avoir un budget à la hauteur de la République. Quand le budget n'est pas à la hauteur, je ne le vote pas. Donc j'ai donné mon opinion, j'ai utilisé les moyens à ma possession pour aider la République d'aller à l'avant. En ce qui concerne l'opposition, je reste convaincu que l'opposition a fait son travail. Mais la majorité ne nous a pas rendu la tâche facile. Nous sommes dans une démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous posons les problèmes, à l'occurrence les motions que nous venons de poser, quand on les arrête de manière irrégulière, ce n'est pas de notre faute. Au moins les moyens, nous avons l'obligation de moyens vis-à-vis du peuple. Nous avons utilisé tous les moyens nécessaires à notre disposition pour tenter de faire comprendre nos amis d'en face que ce n'est pas comme ça on gère la République. Il y a moyen que nous tous, nous nous retrouvons en tant que des citoyens. Ça ne sert à rien que le chef de l'État seul soit richissime et que tous les Congolais soient très pauvres. Le jour où il va tomber, il n'y aura personne pour le sauver. Il y a moyen qu'on partage les richesses de manière équitable et qu'on aide la population à aller de l'avant. Mais à ce jour, c'est comme si l'angoisse de la population fait la joie du chef de l'État et de ses acolytes. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, conférence de presse de la CAJ. La CAJ réagit toujours par rapport aux enjeux de l'heure et la réaction du président de l'ADD par rapport à la tripartite CENSA, gouvernement et CENI. Les autorités congolaises ont fait encore une fois preuve. C'est une séance de restitution des travaux du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en septembre dernier. Georges Kapiamba, intervenant pour le compte de la société civile, relève plusieurs cas qu'il considère comme des graves entraves au respect des droits de l'homme au pays de Joseph Kabila. Il y a quelques semaines, en protestation contre la décision illégale et anticonstitutionnelle invalidant tous les passeports semi-biométriques, ces compatriotes ont été réprimés pour la plupart dans les sangs par les services de sécurité et beaucoup arrêtés. Et jusqu'il y a même 4 jours, à Goma, nous avons encore enregistré une trentaine de membres de Lucha et d'autres passants qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient appelé la CENI à publier le calendrier électoral. L'appel à la
pression de la communauté internationale sur les auteurs de ces violations persiste. Pour Georges Kapiamba, qui n'hésite pas d'un seul instant à s'opposer à la RDC d'adhérer au Conseil des droits de l'homme. Nous en avons, au nom des organisations de la société civile congolaise, appelé tous les membres du Conseil des droits de l'homme à s'opposer à l'entrée ou à la candidature de la RDC qui vise à devenir aussi membre du Conseil des droits de l'homme. Nous avons tout simplement démontré que la situation actuelle des droits de l'homme en RDC restant préoccupante, il est impérieux que cette situation reste encore sur la table du Conseil, que la RDC reste sous surveillance accrue du Conseil, de manière à ce que les bureaux conjoints, les organisations de la société civile, l'ensemble de la communauté internationale continuent encore à la suivre de plus près. Notons que cette rencontre a connu notamment la participation du gouvernement de la République. Évaluer les processus électoraux, évaluer les degrés d'application de l'accord. Évaluer, le verbe évaluer veut dire aussi estimer quelque chose par rapport à son prix, par rapport à sa quantité, par rapport à sa valeur. Mais ici, le CNSA n'est pas mis sur pied conformément à l'accord. Quelle est l'institution qui va évaluer les processus électoraux et les degrés d'application de l'accord? Parce que le CNSA n'existe pas. Et puis on va évaluer quoi? Par rapport à quoi? Donc c'est une distraction de plus. Tout le monde est d'accord là-dessus que l'accord signé le 31 décembre 2016 pour éviter un chaos au pays n'a pas été appliqué et que tous les Congolais entendent à ce que l'accord soit appliqué. Nous avons accueilli avec satisfaction l'engagement de cet sénateur américain. Nous pensons que c'est juste. Il faut prévenir les malheurs qui risquent de s'abattre sur le Congo. Il y a pas mal de cas, il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que si tous ces gens ne s'impliquent pas, le Congo risque de passer des moments très difficiles. John Kolela, est-ce que vous comprenez la position de la CAJ qui se bat contre le fait que la RDC ne soit pas membre du Conseil des droits de l'homme? Et pourtant, le droit de l'homme en République démocratique du Congo, bon gré mal gré, est quand même respecté. Madame, si les droits de l'homme étaient respectés, nous n'allions pas faire de mensonges qu'on a fait vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Si vous auriez peut-être l'occasion de lire ces motions, vous comprendrez que tout ce que nous reprochons, c'était les abus, c'était les violations de la dignité humaine. Dans le Kasaï, lors des tracts de Niwanasemi, comme à la permanence du parti, comme la privation des libertés ou des manifestations de l'opposition jusqu'à ce jour, c'est encore bloqué. C'est ça les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous ne savons pas tenir nos meetings, nos réunions. Si vous arrivez à Lubumbashi, vous verrez qu'il y a... C'est pas une mesure, John Kolela, qui ne vise que l'opposition. Même la majorité aujourd'hui ne tient pas ses meetings en République démocratique du Congo, non? Non, madame. Le parti de la majorité, s'ils ont besoin de le faire, ils le font sans problème. Et personne ne les inquiète. Ils le font. Kimwa Koumouazaki est chez lui à la maison, il est sous résidence surveillée jusqu'à 6 jours. Chaque jour, il y a des policiers et des militaires devant sa parcelle. Arrivé devant la permanence de l'UDPS, c'est devant notre permanence, là où on a mis les bâches des policiers. Si le gouvernement savait très bien qu'il respectait les droits de l'homme, le débat du vendredi avec le ministre de l'Intérieur devrait avoir lieu. Parce que nous voulons démontrer devant l'opinion nationale et internationale comment ces droits-là est violé.
Et vous cherchez à être dans cette institution internationale pour donner quel exemple? Donc vous voulez propager le mal à travers l'humanité. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas à mesure de respecter les droits de l'homme dans votre propre pays, comment vous allez le faire à travers le monde entier? Dans une certaine mesure, c'est vrai, ça fait mal. C'est la République démocratique du Congo, mais le régime actuel n'est pas à mesure de faire le contraire de ce qu'il est en train d'appliquer dans son propre pays. Voilà pourquoi je donne raison à M. Georges Kapiamba dans ses entreprises. Ce n'est pas seulement lui, même les grandes puissances en son temps déjà, ils contestaient cela parce que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans un pays là où on ne respecte pas la Constitution, là où un régime qui ne respecte pas les lois du pays, un régime qui ne... Une simple manifestation pour le passeport, combien de gens sont arrêtés? Mais cette communauté internationale, John Kolela, réfléchissons aussi froidement, mais cette communauté internationale n'a pas la même considération par rapport à la Chine. La Chine, par rapport aux droits de l'homme, c'est pire que la RDC. Et pourtant, la communauté internationale ne frappe pas la Chine comme on le fait pour la RDC quand même. Je ne sais pas sur base de quoi vous comparez la Chine à la RDC. Il faut qu'il y ait les arguments concrets sur base de quels vous donnez votre Il n'y a aucune manifestation, par exemple, aussi. En Chine, l'Internet en Chine est vraiment quasi contrôlé par le gouvernement et tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui disent que les droits de l'homme aussi en Chine ne sont pas quasiment respectés. Contrôler l'Internet, même ici chez nous, l'Internet est contrôlé. Dans tous les pays du monde, on contrôle parce que c'est un moyen de communication, on contrôle partout. Mais je ne pense pas que le fait de contrôler l'Internet devient un sujet pour dire que la liberté n'est pas en Chine par rapport au Congo. Si le monde entier s'intéresse beaucoup plus au Congo à ces jours, c'est parce qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé la vase. On ne nous contrôlait pas, on ne nous interdisait pas tout ce temps ici. Si aujourd'hui on y est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a accumulation des faits qui a fait à ce que la vase est débordée. Maintenant, cette fois-ci, il faut que l'humanité tout entière puisse s'y intéresser. Parce que lorsqu'on viole le droit de l'homme d'un individu sur la planète Terre, ou bien dans le monde entier, c'est les droits de l'homme de toute l'humanité qui est mis en cause. Par rapport au CENSA, vous avez suivi ce compatriote qui a dit que le CENSA n'existait pas. Et pour John Kolela, le CENSA existe? Parce que Olengako est déjà là en train de travailler, il tweet, il parle, tout ça. Donc le CENSA est en train de faire son travail, il contrôle le processus. Hein, donc, Pour John Kolela, le CENSA n'existe pas. Les CENSA n'existent pas. Ceux qui sont là, ce sont que des copains qui discutent entre eux. Parce que pour que les CENSA existent, pour moi, je suis un législateur, il faut préalablement qu'il y ait une loi. C'est la loi qui devrait précéder les hommes. Cette loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale. Nécessairement. Et vous attendez quoi à l'Assemblée nationale? J'en arrive. Si vous voulez parler de la loi. Les CENSA devraient être précédés par une loi. Et maintenant, l'institution, les gens devraient venir occuper l'institution après. Ça sera, je crois que ce sera une première institution à travers l'humanité qui existe avant la loi. C'est inconcevable. On est dans quel pays? La loi qui devrait être votée, il est vrai que notre collègue Mirindi, que je salue, avait déposé un projet de loi à propos du CENSA. Le projet de loi devrait être traité en urgence parce que nous étions sur le point, nous étions encore au mois d'avril. Mais cela n'a pas été traité. C'est durant cette session que l'Assemblée a voulu programmer ce projet de loi. Mais on ne vote pas le projet de loi le même jour, on ne le promulgue pas le même jour. Il y a tout un processus, il y a un temps que ça doit prendre plus ou moins 2 mois pour terminer le processus. Or, en décembre déjà le 31, c'est la fin de la vie du CENSA en principe. Vous avez suivi, Corneille Nangaa dit que le calendrier électoral sera publié dès la semaine prochaine. Hein, il a dit à partir d'un pays étranger. En tout cas, les fervents de l'impérialisme ne comprendront pas pourquoi une telle nouvelle est dite à l'étranger et pourquoi on nous le cache à nous. Mais il a dit, eh ben, la semaine prochaine, vous avez déjà le calendrier électoral. Donc le CENSA, la CENI et le gouvernement peuvent maintenant évaluer le processus. Donc le 31 décembre, probablement, on ne le sait pas, il y aura des élections. Évitez de voir le tableau tout en noir, John Kolela. C'est la deuxième fois que Corneille Nangaa est allé prendre une grande décision en dehors du pays. C'est la deuxième fois de suite. Nous nous demandons pourquoi il ne veut pas le dire ici chez nous. Et autrefois, s'il justifiait l'absence du calendrier pour dire que parce qu'on était en train encore d'enrôler, mais je pense que la semaine prochaine, il va terminer avec l'enrôlement pour nous le donner. Au Kasaï, c'est déjà fini. Ce n'est pas encore fini. Dans d'autres coins, on n'a même pas encore commencé. Dans les Kasaï, c'est quelques coins là où on enrôle, mais la grande partie, on n'a pas encore commencé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, si dans le Kasaï ça a pris du temps parce qu'il y avait l'insécurité, la diaspora, il n'y avait pas les cas où il y a dans la diaspora pour justifier le non-enregistrement jusqu'à ce jour de la diaspora.
Même la diaspora n'a pas été enrôlée jusqu'à ce jour. N'a pas été enrôlée. Il faut une loi aussi par rapport à ça, ou on doit modifier la loi est déjà là. La loi, nous avions modifié la loi autrefois pour exiger que les Congolais de l'étranger puissent avoir droit au chapitre des élections. Mais ils ne sont pas enrôlés jusqu'à ce jour, comme si à l'étranger il y avait aussi l'insécurité. Dire que le CENSA et les autres vont évoluer, pour nous, le CENSA n'existe pas jusqu'à ce qu'il y aura la loi. Et le CENSA qui va évoluer pour aller au-delà de la date du 31, ça sera un problème parce que avant d'aller au-delà de la date du 31, selon l'accord, il y avait un préalable que la plupart des gens, même le Premier ministre récemment quand il a parlé, il n'a pas évoqué ça. On devrait avoir les institutions depuis le lendemain du 31 décembre 2016, de sorte qu'il devrait y avoir une évaluation après chaque 2 mois. L'évaluation après chaque 2 mois, c'était pour recadrer les tirs de la CENI, de sorte que réellement, en date du 31 décembre, on puisse avoir les élections. Si pas avoir les élections, au moins que l'électorat soit convoqué, de sorte qu'on puisse les parachever. C'était pour parachever l'élection qui était déjà convoquée et en terminer. À ce jour, on devrait avoir 6 évaluations entre les institutions. Mais aucune évaluation n'a été faite. De quel droit les 3 institutions doivent se prévaloir pour dire qu'elles peuvent aller au-delà du 31? Donc, il y a un problème qui reste entier. Le chef de l'État a mis du temps pour mettre les institutions en place. Ce n'est pas la première fois. Même après les concertations, il avait agi de la sorte. Même après le dialogue de la cité de l'OIOA, il a pris tout son temps. Donc, c'est dans son ADN. Alors aujourd'hui, tout ce retard-là est en train de nous rattraper. Voilà pourquoi nous disons... Après le 31 décembre, c'est la peur de tout Congolais aujourd'hui. On voit comment les enfants des bourgeois, entre guillemets, sont en train de partir. Mais qu'est-ce qui va se passer après le 31 décembre, John Kolela? Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, hein, comme le dit si bien le ministre Omende. Donc, politique fiction. Qu'est-ce que vous allez faire après le 31 décembre? Si Lambert Mende a toujours dit ça, je pense que Compaoré aussi ne pensait pas que le ciel devrait lui tomber sur la tête, mais il est parti. Le ciel ne tombera pas, mais c'est le président qui partira. Le président, pour moi... Transition sans Kabila, c'est ça? Oui, nous sommes de cet avis. Il faut une transition. Sous quelle loi? Puisqu'on dit que c'est anticonstitutionnel, le président reste en fonction jusqu'à la mise en place d'un autre président. En fonction de quoi? Sur quelle base légale allez-vous passer cette transition sans Kabila? Une très bonne question. Je dis que nous allons passer une transition sans Kabila, d'abord parce que c'est lui le cerveau moteur qui œuvre à la destruction de la démocratie et de la société. S'il a fait 17 ans, s'il a fait les 2 mandats de 5 ans 2 fois, c'est la Constitution qui dit que le mandat est de 5 ans. Quand on dit que cette durée est verrouillée, cela veut dire que tu ne peux pas faire 5 ans et 1 seconde ou 1 jour. C'est ça la Constitution. Mais il le fait déjà, nous sommes déjà dans la déjà, d'accord. transition. Je vais en arriver. Si vous posez la question sur base de quoi, mais c'est sur base de la Constitution qui a limité cela. Parler de... Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais il faut lire la Constitution en entièreté, ne vous limitez pas, il faut arriver à la fin. Le nouveau président est élu quand? Selon la Constitution, 90 jours avant la fin de son mandat. C'est dans cette logique-là qu'est la Constitution. Le président reste à la fin de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu 90 jours avant la fin de son mandat. C'est ce que ça veut dire. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. Hein? Attendez, non. La Cour constitutionnelle n'a jamais répondu à la question de savoir si le président Kabila peut rester au-delà de 2 mandats. Cette question n'a jamais été adressée à la Cour constitutionnelle. La question qui a été adressée à la Cour constitutionnelle était tout simplement d'interpréter l'article 70, alinéa 2. Ça, c'est une autre question. Okay. Demandez à la Cour constitutionnelle si Kabila devrait rester au-delà de son mandat, vous devrez avoir une autre réponse. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, nous laissons un peu la politique, nous mettons une pause, nous y reviendrons, nous allons un peu à l'EPSP parce que l'éducation c'est aussi un secteur assez sensible, un secteur clé hein, dans le développement d'un pays. Nous allons parler de la reprise des cours à l'EPSP et de la réaction des agents de l'ETP, donc par rapport à l'autonomie du ministère, par rapport à leur autonomie au ministère de l'EPSP. La synergie constituée de syndicats Sinecat, CCT, Sinep et FA a décidé de suspendre brièvement le mouvement de grève observé depuis la rentrée scolaire fixée au 5 septembre 2017. Ce dernier dit avoir par ailleurs traduit en justice le gouvernement Tchibala.
Les syndicalistes déplorent auprès du procureur général la violation grave de droits humains et la haute trahison dont ils sont victimes de la part du gouvernement congolais. La synergie rappelle l'article 36 alinéa 2 de la Constitution de la RDC. Ce document impose à l'État congolais de garantir le droit au travail, de protéger contre le chômage et d'assurer une rémunération équitable et satisfaisante aux travailleurs et à sa famille. Le professionnel de la CRE justifie leur plainte par le non-respect des obligations et charges constitutionnelles par le chef du gouvernement. Pour eux, Bruno Tshibala renforce l'insécurité socio-professionnelle chronique dans laquelle sont placés les enseignants du secteur public. Le syndicaliste rappelle que dans son plan d'action présenté au Parlement, le gouvernement s'est fixé beaucoup d'objectifs, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour eux, cela suppose notamment la politique de la gratuité de l'enseignement fondamental, l'engagement pour la mécanisation de tous les enseignants non payés, ainsi que celui de payer les salaires des enseignants sur base du taux moyen de 1425 francs congolais le dollar américain. Face à ces engagements, le constat fait par les enseignants est amer. Pour eux, jusqu'à présent, le Premier ministre n'a respecté aucun de ses engagements. La synergie des enseignants a porté plainte contre le gouvernement dans le but de voir leurs revendications produire des résultats escomptés. Pour ne pas sacrifier la scolarité de la jeunesse, la synergie de syndicats des enseignants demande à tous ses membres de reprendre la CRE dès lundi 9 octobre 2017. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale tenue au siège du syndicat national des enseignants des écoles catholiques à Kinshasa le jeudi 5 octobre 2017. Lorsqu'il y a eu le gouvernement Matata Ponyo, il y avait un ministre de l'enseignement technique et professionnel. Et après, au niveau du gouvernement de Sami Badi Banga, vous avez eu le ministère qui s'est transformé en ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Et le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat a du coup directement reçu dans ses attributions, permettez-moi la tautologie, la gestion et l'attribution de l'ETP. Enseignement technique et professionnel. Maintenant, dans la mise en pratique, nous ne comprenons absolument pas. Nous avons reçu une lettre du ministre de la fonction publique qui nous dénie en nous la formation professionnelle, la gestion des établissements de l'enseignement technique et professionnel. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour protester et rappeler qu'il y a déjà une ordonnance instituant l'enseignement technique et professionnel. John Kolela, voici deux sujets. Est-ce que ne pouvez-vous pas interpeller le ministre de l'EPSP par rapport à la plainte des enseignants? Et d'ailleurs, ils sont carrément montés au créneau. Ils ont traduit en justice Bruno Tshibala, donc le gouvernement congolais, parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Et par rapport à l'éducation technique, parce que la fonction publique ne parvient toujours pas à régulariser cette question. Est-ce que vous ne pouvez pas interpeller ces deux ministres pour en savoir un peu plus par rapport à ces sujets? Oui, merci beaucoup, Madame Paulette. Je pense qu'à ce qui concerne l'enseignement, le paiement des enseignants, cette question-là, elle est générale. Non seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires. Si vous regardez les magistrats, si vous regardez au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des universités qui sont en grève. C'est partout le grève. Donc, c'est une situation qui concerne la politique générale du gouvernement. Il y a déjà une question orale avec débat de notre collègue Bindoulé qui a déjà été déposée depuis longtemps, depuis la rentrée. Et nous estimons que dès que le président va programmer cela, en principe, il faut une motion de censure contre le Premier ministre pour mensonge vis-à-vis de l'État. Parce que le programme qu'il avait présenté devant les députés, le budget ou la loi aux finances publiques qu'il a présenté, ce n'était que de simples mensonges. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait, rien du tout. Il est là juste comme l'affiche, alors qu'il n'y a rien qui est en train d'être fait. Nous disons qu'il y a la responsabilité du Premier ministre parce que c'est celui qui engage tout le gouvernement et dans tous les secteurs de la vie sociétale. Cette augmentation prévue là n'est toujours pas faite de 20 000 francs qu'on doit ajouter au salaire des enseignants, toujours pas fait? Le Parlement n'avait pas ajouté 20 000 francs. Pas du tout. Nous avions exigé au gouvernement, c'est le gouvernement qui a présenté le projet de loi avec un taux de budget. Nous avons tous, on n'a pas augmenté quelque chose. Nous avons tout simplement demandé au gouvernement de réajuster les salaires des fonctionnaires par rapport au taux budgétaire.
C'est-à-dire on n'a pas augmenté en principe les salaires, seulement on devrait ajuster par rapport à la dévaluation de la monnaie. À l'époque, le budget c'était à combien? Le dollar, vous l'avez évalué à combien? À 920 à l'époque? Non, nous l'avions évalué. Selon le budget que vous avez reçu, selon le budget, c'était avec le taux de 1425. Okay. C'est à ce taux-là qu'il faut ajuster les salaires de tous les fonctionnaires, non seulement des enseignants. Mais à ce jour, il y a un mensonge horrible que le gouvernement est en train de propager. Ce budget-là devrait être appliqué depuis le mois de juillet. Chaque mois, c'est une promesse que nous commençons le mois prochain. Nous commençons le mois prochain et ces mois, on n'a pas appliqué. On dit que nous allons vous ajouter 20 000 francs. Ce n'est pas 20 000 francs qu'il faut ajouter. C'est ajuster les salaires des travailleurs, des fonctionnaires par rapport au budget. On ne peut pas accepter dans un pays où on vend les services de l'État en monnaie étrangère. Ça, c'est aussi violer la Constitution. Même le chef de l'État a fixé les taux de passeport par 100 $. C'est violer la Constitution. À quel taux? Lorsque l'État vend ses services au taux de 160, mais il paye ses propres travailleurs au taux de 93, c'est ce qu'on appelle la guerre économique. Donc le gouvernement est en train de lutter contre son propre peuple. Nous disons que le gouvernement, s'il est incapable de faire ce que lui-même a convenu et que nous avons coulé sous forme d'une loi, la démission, je ne vous demande pas de démissionner, mais la démission c'est aussi une voie. C'est pas notre culture, John Kolela, ne demandez pas mais trop. Parce que vous êtes incapable. Parce que ici c'est prouvé noir sur blanc que le gouvernement Tchibala, c'est un gouvernement des hommes qui sont incapables. Dans tout le secteur de la vie de la société, il n'y a rien qui marche. Rien. On peut aller secteur par secteur, je peux vous démontrer noir sur blanc. Vous pouvez le faire en quelques minutes, nous avons un peu le temps. Démontrez-nous, c'est quand même une accusation assez grave. Tchibala est passé chez vous, vous l'avez applaudi, nous avons vu les images. Son projet de société est passé aujourd'hui. Quelques mois après, vous dites qu'il ne fait rien? Je ne sais pas s'il y a un Congolais. On se pose la question si l'Assemblée nationale n'est pas l'applaudimètre, parce que vous ne faites que ça, applaudir, et maintenant vous dénoncez. J'ai honte de le dire parce que, en réalité, dans la pratique, le gouvernement Tchibala n'a pas osé prouver aux yeux des Congolais qu'il était à mesure de donner ce que les Congolais attendaient de lui. Tout ce qu'il a dit devant l'Assemblée n'était qu'un simple mensonge. Et il prétend revenir encore avec le mensonge parce que nous sommes durant une session budgétaire, pensant que nous allons encore l'applaudir. Nous disons non. Avant de voter le budget actuel, nous devrons d'abord évaluer le budget de l'année passée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que le budget, c'est une loi. Lorsqu'on désobéit ou on ne respecte pas une loi, il y a des conséquences en principe. Moi, j'aurais souhaité que la Cour constitutionnelle soit une cour qui peut même entendre le ministre lorsqu'il y a des déviations dans ce sens-là. Et les députés, nous sommes très sereins. Nous attendons dès que la question orale sera programmée, il y aura une motion de censure qui va s'en suivre parce que le gouvernement a failli à sa mission. Nous avons besoin qu'on nous donne un premier ministre et le ministre qui peuvent réellement respecter leurs propres paroles. Parce que c'est ça la moindre des choses. Vous avez été en vacances parlementaires, vous êtes élu de l'ICASI. Comment ça se passe? Quels sont les problèmes encore dans cette partie de la République? On se rappelle la beauté de l'ICASI à l'époque. Comment se porte l'ICASI aujourd'hui, John Kolela? L'ICASI est totalement détruite. Toute la beauté que vous avez vue il y a plus de 20 ans est déjà partie parce qu'il n'y a plus de routes. On nous a fait quelques routes à usage unique qui ont disparu avec les gouttes d'eau de pluie qui tombent. C'est déjà disparu. À l'ICASI, la crise est profonde plus que dans d'autres villes de la République parce que c'est essentiellement une ville minière. Elle est concentrée sur le cobalt et le cuivre, dont la matière, donc le cours avait chuté récemment. Donc l'année passée même, c'est avec douleur au cœur que je peux le dire, une grande partie d'élèves n'ont pas achevé l'année. Voire même au-delà, certainement à l'ICASI, au-delà même de 50%. Les élèves n'ont pas terminé l'année. Donc nous sommes en train de traverser une période très très difficile à l'ICASI et les problèmes restent patents comme dans toute la République. Avec ces démembrements, sans vous interrompre, l'ICASI se trouve dans quelle province aujourd'hui? Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Donc nous dépendons de Lubumbashi. De Lubumbashi. Oui. Ok, donc vous avez parlé du fait que les élèves n'ont pas pu terminer leur rentrée scolaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours cette crise-là du cobalt, la chute du coût du cobalt qui a provoqué cela? Non seulement ça, mais la plupart des carrés miniers où la population pouvait se débrouiller sont vendus dans le main des étrangers qui exploitent nos populations comme des esclaves. Il n'y a pas de contrepartie sociale et pourtant... Il n'y a rien en cette matière-là parce que nous avons un code minier qui privilégie les étrangers, les multinationales au détriment de notre propre peuple qui ne sait pas jouir de son appartenance à la République jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous insistons de sorte qu'on puisse revoir le code minier pour améliorer ce qui est amélioré.
Par rapport à la pollution des eaux, c'est vrai que vous êtes originaire de là, c'est une ville minière, Likasi. On nous a dit que les eaux dans la province, la grande province d'ailleurs du Katanga, que les eaux sont polluées. Est-ce que vous avez entendu cette affaire? Que les gens sont en train de mourir par rapport à la pollution des eaux, par rapport aux entreprises minières qui déversent leurs déchets dans les rivières. Impossible de consommer du poisson aujourd'hui dans le Grand Katanga. Certainement, ces problèmes se posaient, mais nous avions eu à faire des efforts. Nous avions saisi à un moment donné même le président de l'Assemblée nationale à cette question. On a eu à les traiter avec un des ministres parce qu'il y avait particulièrement les eaux de Kambove qui étaient beaucoup plus polluées et cela arrivait jusqu'au niveau de Likasi. Mais ça fait quelques temps, ces problèmes-là ne se posent pas encore trop avec beaucoup d'acuité parce que la plupart de ces entreprises-là avaient fermé suite à la crise. Mais les problèmes étaient réels et que beaucoup de gens sont morts avec les eaux polluées. Mais le problème a été posé en son temps au ministre et on avait traité de manière à trouver une solution. Dernière question, je reste à Likasi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire que le Grand Katanga, parce qu'avec le démembrement, est-ce qu'on peut encore dire que le Grand Katanga est le poumon de l'économie congolaise aujourd'hui? Est-ce que cet adage est encore valable aujourd'hui? Oui, je peux encore le confirmer, eu égard au budget que nous avons jusqu'à ce jour. Par rapport aux recettes, nous trouvons que le Katanga reste encore en tête, quoique ça chuté par rapport à ce que ça devrait être normalement. Mais par rapport aux autres provinces, il y a le Katanga et il y a suivi de Bas-Congo, je crois, le Congo central, qui sont en tête. Jusqu'à ce jour, conformément à la structure de notre économie, le Katanga, c'est elle qui pourvoit en grande partie au budget et aux recettes de l'État. Est-ce qu'on n'avait pas essayé de diversifier un peu l'économie? Vous avez vu la chute du cobalt, vous l'avez dit. Est-ce que dans le Haut-Katanga, est-ce que vous ne cherchez pas à diversifier un peu l'économie là-bas? C'est le souhait. Vous n'êtes basé que sur les mines? C'est le souhait, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une vision, une politique du gouvernement dans son ensemble. Si pas le gouvernement au niveau national, mais le gouvernement provincial. Mais c'est le dialogue qui est là-bas. Tout le monde chante tout simplement, mais il n'y a pas une seule vision. Si je vous demande aujourd'hui la vision de notre gouvernement ou de ces régimes, il n'y en a pas. Tout le monde chante 5 chantiers, révolution de la modernité, mais en réalité, il n'y a rien comme programme cohérent et logique pour arriver à un résultat. Donc, dans le programme, on en chante dans les discours, mais sur terrain, dans la réalité, le secteur, par exemple, agricole, n'est même pas soutenu. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand il y a quelques projets, quand on a fait Bukangalonzo ici, récemment, on a organisé la foire internationale agricole, il n'y avait pas un seul produit de Bukangalonzo. De même qu'à Likasi, c'est chacun qui se débrouille avec les moyens de bord, alors que nous avons les espaces. C'est question de vision du gouvernement. Si le gouvernement n'a pas cette vision, la population qui est déjà pauvre au départ, avec 90 $ qu'on paye aux enseignants et fonctionnaires, comment ils peuvent se trouver les moyens pour développer une agriculture de manière suffisante à ce que ça puisse se rapporter. C'est une agriculture de l'autosuffisance, mais il n'y a pas moyen d'aller au-delà de ces moyens pour produire davantage, alors que la nature nous a donné tout ce qu'il fallait. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, 2 journées mondiales, coup sur coup, journée mondiale de l'architecture et la journée mondiale de l'enseignant. Nous y revenons parce que l'éducation est vraiment le secteur clé. Moi je l'appelle, c'est vraiment la matrice du développement d'un pays, parce que quand l'éducation est tuée, quand l'éducation est en déclin, eh bien c'est tout un peuple, c'est toute la nation qui est en déclin. Plus de détails donc dans ce condensé, mesdames et messieurs. Agir face au changement climatique, c'est le thème retenu cette année. Lambert Lukanga, architecte de son État, pense que c'est une alerte à l'endroit des architectes, même si le taux du réchauffement climatique n'est pas encore élevé. Lambert Lukanga demande aux architectes de privilégier les espaces verts dans leur construction. Par rapport au thème qu'on a exploité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde est en train de combattre le réchauffement climatique. Et cela va beaucoup nous interpeller parce que cela touche beaucoup plus de pays occidentaux. Mais par rapport à nous ici, il n'y a vraiment pas ce taux-là un peu élevé. Nous sommes dans un pays où il y a le climat tropical chaud. Nous devons toujours privilégier beaucoup plus des espaces verts. Parce qu'avec des espaces verts, ça va permettre que nous puissions lutter contre la pollution, contre les réchauffements climatiques. Cette célébration était une occasion pour Lambert Lukanga de dénoncer le méli-mélo dans le secteur de construction. Notre constat aussi par rapport à notre pays est un peu amer dans le sens qu'il n'y a pas seulement des architectes qui construisent ici,
qui conçoivent des maisons, des bâtiments au Congo. Donc tout le monde se passe pour architecte. Il y a des ingénieurs, des maçons même qui construisent, qui conçoivent des maisons. C'est ce qui fait un peu vraiment mal dans notre secteur de construction. Pour pouvoir faire face à cela, il faut qu'il y ait un ordre dans notre secteur, l'ordre des architectes. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas jusque-là, bien qu'on est en train de chercher par tous les moyens pour pouvoir avoir l'ordre des architectes, mais jusque-là, on n'a pas encore un ordre dans notre secteur. Notons par ailleurs que c'était en 1985 que l'Union internationale des architectes a initié cette célébration. 2017 commémore le 51e anniversaire de la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Cette recommandation constitue le principal cadre de référence portant sur le droit et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. Cette célébration marque aussi le 20e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants est le thème de cette année. Ce choix fait suite à l'adoption de nouveaux objectifs de développement durable en septembre 2015. L'un des objectifs réaffirme que l'autonomisation des enseignants constitue la première des priorités dans toutes les stratégies de développement et de l'éducation. Cette journée est devenue l'occasion de pointer les réalisations et de réfléchir aux moyens de s'attaquer aux défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante. L'Institut des statistiques de l'UNESCO souligne que d'ici 2030, le monde aura besoin de 69 millions d'enseignants. Au moment où le monde célèbre cette journée, à Kinshasa, elle passe inaperçue aux yeux des enseignantes et enseignants. John Kolela, est-ce que pour vous, le réchauffement climatique, est-ce un mythe pour vous? Ça existe réellement? Vous y croyez, vous, au réchauffement climatique? Oui, nous croyons au réchauffement climatique. Si nous ne prenons pas soin de la Terre, il y aura des problèmes sérieux qui peuvent se poser. Les problèmes de réchauffement climatique, comme vous venez de le dire, des certifications, tout ça. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'architecte qui a parlé. Vous savez très bien que même ici chez nous, il y a des normes pour construire une maison, même dans une parcelle, que nous ne respectons pas. Pour construire une maison dans une parcelle, il est prévu autant d'espace qu'il faut rester vide. Environ 40% dans chaque parcelle devrait rester vide pour le mouvement. Et cela permet à ce que l'eau de pluie qui peut tomber sur la terre puisse avoir de l'espace pour entrer. Lorsque vous avez une parcelle, vous construisez à 100%, c'est déjà une infraction. La forme de la toiture d'une maison, ça compte énormément. Ça compte énormément. Vous ne pouvez pas prendre le modèle de Dubaï que vous amenez ici. Ici, chez nous, il y a une exigence de respecter particulièrement cela aussi. La pluie est abondante par rapport à Dubaï. Est abondante, et certainement, ça peut tomber. Lorsque ça entre avec une force sur la terre, c'est ce qui crée aussi des érosions. Il faut tenir compte de tout cela. Il y a des terrains qui exigent à ce qu'on puisse avoir de la pelouse devant sa maison. Par exemple, les communes là où il y a du sable. Ce sont les exigences des normes qui poussent à ce qu'on puisse vivre correctement. Non seulement ça, l'État qui nous construit des routes sans avoir des conduites d'eau. C'est aussi un problème. Donc le problème est entier. Si nous voulons vivre normalement, nous devons respecter le moindre détail de ce qu'exigent les normes pour vivre correctement. La ville d'Elikassi subit le même problème. Il y a aujourd'hui aussi ce désordre dans la construction de la ville d'Elikassi. Aujourd'hui, je sais que la ville d'Elikassi n'a pas subi en termes de construction beaucoup trop parce que la ville elle est petite et elle était déjà construite en son temps. C'est vrai, il est en train de s'élargir, mais ça ne se pose pas avec beaucoup trop d'ampleur comme ici à Kinshasa ou comme dans les grandes villes. Mais il se pose quand même les problèmes des caniveaux qui sont bouchés et que le cours d'eau parfois arrive à déborder parce que par moments ça crée aussi des inondations. Donc, mais le problème en termes de construction ne se pose pas. En ce qui concerne les enseignants, comme on vient de parler... On vient de le suivre, oui, tout à l'heure. L'autonomie des enseignants, c'est vraiment assez dur parce qu'aujourd'hui, je veux vous la poser cette question assez directe parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi vous, les députés qui touchez, si ce n'est pas un secret d'État, vos émoluments, vous n'aimez jamais en parler, c'est la seule question où le seul problème, vous êtes d'accord entre l'opposition et la majorité, question de vos émoluments, là, on n'y touche pas. Mais la population se demande pourquoi vous, les députés, vous ne pouvez pas, par exemple, diminuer vos émoluments et donner cet argent-là
aux enseignants qui vous forment vous. Parce qu'on ne comprend pas qu'un député gagne, je mets au pif, 10 000 $, et qu'un enseignant qui forme l'élite de demain ne touche que 90 $. Est-ce que vous ne sentez pas en vous-même, John Kolela, cette injustice? Oui, c'est une question, c'est une bonne question. Les émoluments du député ne sont pas un secret. Ne sont pas un secret. Je sais que vous êtes journaliste. Le budget, les émoluments sont dans le budget. Or, le budget, même vous pouvez vous en procurer pour voir combien peut toucher un député. Dire que ça doit être une question qui doit être cachée, je pense que c'est peut-être que les gens ne veulent pas aller chercher les budgets pour les lire. Parce que c'est dans le budget, donc je ne vais pas les cacher. Pourquoi dois-je les cacher? Un député touche combien actuellement? Les émoluments des députés sont l'équivalence d'environ 5 500 000 francs, c'est-à-dire environ 3 000 $. 3 000 $, à peine? Oui, à peine, oui. Je veux révéler, parce que les gens nous disent que c'est au-delà de 5 000. Non, je suis honnête, chez moi, il n'y a pas de question tabou. Vous pouvez prendre le budget, vous allez vérifier. Donc un député national touche à peu près 3 000 $. Certainement. Ok. Prenons ces 3 000 $ là, multiplions-le par 5 ans. Nous avons combien d'argent? Même si je prends tous mes émoluments de toute ma législature, divisé par 211 000 enseignants qui ne sont pas payés, ils toucheront environ, je prends les émoluments de tous les députés, de 5 ans, divisé par 211 000 enseignants non payés, chacun touchera 10 $. À peine. À peine. Moi, j'ai déjà à faire cet exercice-là. Donc, vous comprenez, il est vrai, je comprends votre souci. Il est inconcevable, ça paraît mal lorsque vous touchez 3 000, les autres touchent 100. C'est l'écart qui est grand. Mais ce n'est pas pour dire que les députés ont les émoluments qui leur permettent de tout faire dans la vie et terminer tous leurs problèmes. Et sur cet argent-là, les 3 000... Vous ne vous sentez pas les plus nantis de la République, John Kolela? Pas du tout. Je suis ici, je viens de l'ICACI. J'ai tout un bureau à l'ICACI que je prends en charge. C'est dans ces émoluments-là que je dois les payer. Le peu d'actions que les députés font, c'est avec ça. Ils ont aussi les enfants qui vont faire étudier. Ils ont aussi la maison qui le loue. Parce que quand j'ai quitté le Cassis ici, je ne viens pas avec ma maison ici transportée sur le dos. Vous comprenez au moins, c'est ça la réalité. Mais l'écart est grand parce que le commun des mortels, les fonctionnaires, vous touchent environ 100 $ au taux de 93. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas suffisamment d'argent pour dire qu'il y a non. Le budget est là. Quand nous parlons, c'est vrai que nous parlons de nos questions entre nous, c'est vrai qu'on le fait à huis clos, mais ce n'est pas pour dire d'ailleurs, le budget même de fonctionnement a été revu à la baisse de 30% de toutes les institutions. Nous avions pris cette décision et c'est appliqué. Donc c'est par souci de vouloir trouver les problèmes qui se posent, c'est dans l'argent de l'État n'entre pas dans les caisses. Et les députés en souffrent, même ils sont payés au taux de 93. Ils sont payés sur le taux de 93. Il y a trop de coulage, mais quand vous voulez sanctionner, vous ne parvenez pas à sanctionner c'est ça le problème. Les gens qui détournent, entre guillemets. Lorsque l'opposition prend les initiatives, nous ne sommes pas les députés pour représenter l'opposition. Nous représentons le peuple vis-à-vis de l'exécutif. Si nos collègues de la majorité comprendraient cette dimension-là, la République pourra se retrouver. L'exécutif vis-à-vis du peuple, c'est nous qui sommes là pour dire ce que le peuple pense. Mais lorsqu'on se comporte comme un représentant de la majorité, tout simplement, on obéit au mot d'ordre, on est en train de fausser tout. Moi, je pense que c'est le moment peut-être de prendre conscience de ce que c'est la population que nous défendons. Lorsque nous sanctionnons un ministre qui a invalidé le passeport, c'est la population qui nous aidons. Qu'est-ce que l'opposition a à voir? C'est la population qui en souffre. Il y a les gens aujourd'hui qui sont les étudiants qui ne savent pas voyager. Il y a les gens qui sont malades, qui ne savent pas se déplacer parce que l'Union européenne ne sait plus donner les visas. Tout simplement parce qu'il y a un ministre qui a la cupidité, qui veut avoir l'argent, parce que toutes les raisons qu'il a avancées pour invalider... Par rapport à l'OACI, l'OACI n'a jamais... C'est un mensonge. C'est un mensonge. L'OACI n'a jamais écrit par rapport au passeport, à la validation des passeports. L'OACI n'a jamais écrit. L'OACI a encouragé les pays à avoir des passeports qui sécurisent. Mais il n'a pas donné des dates limites. Non, pas parce que regardez, je vais vous donner quelque chose qui peut peut-être vous étonner. Si nous invalidons les passeports semi-biométriques par rapport uniquement aux Congolais, mais les étrangers qui entrent chez nous avec les passeports semi-biométriques, ils nous insécurisent, nous les Congolais. Exactement, c'est la question que j'allais poser. Alors, parce qu'en France, en Angleterre et ailleurs... Canada, ils utilisent ces passeports. Qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsqu'ils viennent chez nous, ils entrent. Exactement. Nous, les propres enfants du pays, quand nous revenons, on nous refuse d'entrer. Alors, moi je me demande... Est-ce qu'on a écrit aux ambassades pour interdire aux Canadiens, aux Français, aux Belges qui possèdent ces passeports? Ça concerne seulement les Congolais parce que le ministre a besoin de trouver l'argent
parce que ce sont les affairistes, ils veulent gagner l'argent. Mais là, il y a des gens qui utilisent les trafiquants de drogue et autres qui utilisent nos passeports pour faire leur sale besogne. Donc on n'utilise que les passeports congolais, on n'utilise pas les semi-biométriques des autres pays. Et si on n'utilise que les passeports congolais, à qui la faute? Est-ce que la population doit payer les prix de l'imprudence de l'administration? Donc, on veut faire porter les chapeaux à la population. C'est la population qui touche 100 $ le mois, à qui on demande d'aller chercher un passeport à 100 $ au taux de 160, alors que lui touche son salaire au taux de 93. Donc, nous avons un gouvernement qui s'érige en ennemi du peuple. Ça, c'est un problème très grave. Et lorsque nous posons une motion dans ce sens, et que les autres disent que non, parce que vous êtes les opposants, vous n'en avez pas droit, moi, je ne me retrouve pas. Je suis perdu. Donc c'est comme si chacun voit son camp politique et la population n'est pas là et que ça n'engage que le... Non, c'est un problème social, c'est un problème de société qui exige une solution. De même, lorsque nous prenons le ministre de la Justice qui a insulté la population des idiots. En d'autres termes, nous les députés, nous sommes les représentants des idiots. C'est ce que ça veut dire. Et lorsqu'on interpelle un ministre comme ça, vous trouvez le moyen de le défendre. C'est une véritable aberration, voire même un sacrilège. Qui vous a traité d'idiot? Le ministre de la Justice, il a traité le peuple d'idiot? Oui, il est venu présenter que c'était 50 évadés à la prison de Makala. Lorsque la population a diasé pour dire que c'était un mensonge, il y en a autant, il a dit que celui qui ne croit pas à sa version des faits, des 50 évadés, c'est un idiot. D'ailleurs, une autre nouvelle qui nous vient de tomber, hein, merci à toi Actualité CD, il y a eu encore 50 détenus qui se sont évadés à Poueto. Donc... Et l'aventure continue. L'aventure continue, c'est dans sa compétence de sécuriser tous ces gens-là. Mais quand ils ne le font pas, quand vous interpellez, quand les gens meurent en prison de faim, quand les gens s'évadent dans les prisons, non, c'est un problème de l'opposition qui veut chercher la... Non, gouverner correctement, diriger correctement, vous n'aurez plus d'émotion. Nous allons prendre cet avant-dernier dossier, mesdames et messieurs, c'est économico-social, la réaction d'un économiste par rapport à l'économie de la République démocratique du Congo. Nous allons constater la pénurie d'eau et d'électricité à Kimbantseke et évidemment le lancement de Ndoulé Award, qu'on le veuille ou pas, la musique adoucit les mœurs. Plus de détails. Notre économie est tombée à cause de son extraversion. L'extraversion de l'économie signifie tout simplement tout vient de l'extérieur. À part le Pondou, le Matembele, le Bitekuteku que nous avons ici localement. De deux, nous avons les pièges de 91, 1991 et 1993. Madame, vous savez, quand vous quittez l'échangeur vers la ville, vous avez un quartier à droite qu'on appelle l'Imité industriel. Dans ce quartier-là, il y avait des milliers d'usines et d'industries. Mais après les pillages du maréchal Mobutu de 1991-1993, toutes ces usines ont fermé. Et tout le revenu que généraient ces usines-là, aujourd'hui, est tombé par terre. Je peux aussi citer, entre autres, comme cause, la prolifération des églises dans notre pays. Madame, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Mais ici, chez nous, les pasteurs ont pris l'habitude de retenir les gens à l'église du matin au soir. Ces gens-là ne travaillent pas et ils doivent payer des mabons à l'église. Il va à 6 heures du matin pour rentrer à 18 heures. On ne sait pas où il trouve à manger. On ne sait pas comment il doit payer ses impôts. Avec le Premier ministre Muzito, que j'ai toujours félicité, nous étions à 100 $ égale 94 000 francs congolais. Mais quand son successeur est arrivé, il a bénéficié des avantages laissés par Muzito, notamment l'effacement de la dette extérieure de notre pays, de l'ordre de 9 milliards de dollars. Mais quand le Premier ministre Matata est arrivé, il a trouvé cet avantage, il n'en a pas profité. Au contraire, il a bousillé cet argent pour construire sa ville de Kindu. Et vers sa fin, quand le dollar a quitté 94 000 pour avancer vers 120, là nous avons commencé avec l'inflation. Sami Badi Banga est arrivé, c'était pire. On est passé de 120 000 à 140 000 pour 100 $. Et enfin, Bruno Chibala, c'est du catastrophe. On passe de 140 000 francs le 100 $ à 175 000 francs le 100 $ américains. Heureusement que la Banque centrale est intervenue pour injecter un peu de dollars dans les banques commerciales.
À Kimbantseke, l'une des communes de la capitale, les habitants sont confrontés à d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Ils doivent parcourir des longues distances à la recherche de ces denrées rares qui s'avèrent un casse-tête. Faute d'électrification et de manque d'installation de conduite d'eau, cette population est vouée à son triste sort, d'où ces SOS à l'endroit de l'autorité compétente. La commune de Kimbantseke n'est pas la seule à faire face à ce problème. Les 5 chantiers promis par le chef de l'État semblent ne pas être une réalité jusque-là dans une bonne partie de Kinshasa. Conséquence, l'insécurité et autres formes de banditisme font leur loi. La population de Kimbantseke dit en avoir assez de cette situation. Elle en appelle ainsi à la bonne foi du gouvernement et espère au désenclavement de ce coin de Kinshasa. Du 28 au 30 décembre de cette année, Brazzaville Verte va accueillir l'événement Ndoula Awards. L'édition jumelée de cette année connaîtra certaines innovations. Le directeur général de l'agence Hypoxy, Jésus Noël Cheke, explique. Nous avons voulu traverser le pont parce qu'il y a une raison. La raison se retrouve dans cette démarche, ces combats, de vouloir chaque jour promouvoir le vivre ensemble entre les deux peuples. La culture de l'excellence pour le rapprochement des peuples, c'est le thème choisi par les organisateurs de cette soirée de remise des trophées. La thématique a rencontré la vision de Congo Tour, une organisation qui prône les transferts de capacités entre le peuple. L'organisation est installée en République du Congo. Une délégation conduite par Belinda Ayesa a traversé le majestueux fleuve Congo pour participer à ces points de presse. En réalité, nous sommes là en plein dans la culture. Une culture qui ne concerne pas seulement Brazzaville, Kinshasa, le Congo RDC, le Congo-Brazza, mais qui concerne la sous-région Afrique centrale. Et nous nous sommes assignés comme objectif de faire en sorte que les relations entre tous ces pays, donc on va commencer petit à petit, parce que goutte à goutte, l'eau creusant la pierre, les relations entre ces pays soient beaucoup plus fluides. J'entends par là que les frontières finissent. On n'arriverait pas à le faire en une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut bien commencer quelque part. Que les frontières, au fur et à mesure, s'éteignent, disparaissent. L'assistance a aussi retenu les propos de l'ambassadeur Christophe Muzungu et du ministre provincial de la Culture. Bien avant, l'assistance a suivi l'allocution du coordonnateur de Ndoula Awards, Tony Ndala, axé essentiellement sur le contexte de l'organisation de Ndoula Awards cette année. S'en est suivi la présentation de toute son équipe. Jean Goubal Kalala a agrémenté la matinée. John Kolela, cet économiste, n'est vraiment pas allé par 4 chemins. Il nous a expliqué beaucoup de choses. Le pillage de 1991-1993 qui a mis en moule l'industrie congolaise, beaucoup plus située sur l'unité industrielle. J'espère que vous passez par là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce quartier industriel aujourd'hui transformé presque en quartier résidentiel? Sur cette question, je serais honnête que, en tout cas, je n'ai pas connu que l'unité industrielle. J'étais à Likasi, oui, je suis arrivé, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé au jour d'aujourd'hui. Mais les problèmes de l'économie congolaise, elle est générale au niveau de toutes les provinces. Partant de là, je vais déduire que donc, la situation était catastrophique partout. Même chez nous à Likasi, plusieurs industries ont fermé depuis lors des pillages. Il y a eu pillage à Likasi aussi? Oui, il y a eu pillage aussi du temps de Mobutu. Okay. La brasserie a été pillée, les grandes entreprises, tous les blancs sont partis et l'économie était totalement par terre. Qu'à cela ne tienne, nous avons un nouveau gouvernement. Mobutu est déjà parti. Quand un président de la République, quand le gouvernement arrive, le président fait la campagne sur base de ce qu'il a trouvé pour dire que je suis à mesure d'amener plus ou d'améliorer. Prenons le cas, lorsque le chef de l'État est arrivé, commençons en 2006, il a fait la campagne, il connaissait l'étendue de la République, il savait qu'il y avait déjà pillage, mais on a promis que non, de là où nous sommes, nous pouvons arriver quelque part. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Vous avez l'impression qu'on a régressé, John Kolela?
on a suffisamment régressé. Regardez même vous-même, même ici à Kinshasa, les quelques routes qu'on a construites ont disparu. Avant même la fin du mandat du chef de l'État. Et la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est toute la République démocratique du Congo dans son ensemble avec ses 26 provinces. Et dès lors que vous trouvez un président de la République qui prend plaisir à aller inaugurer 3 km de route, c'est pour vous dire que c'est parce qu'il n'y a rien de grand à inaugurer. Le rôle des églises, John Kolela, c'est vrai que les églises aujourd'hui jouent un rôle assez néfaste, comme l'a dit cet économiste. Du matin au soir, c'est la prière. Au lieu d'inciter les gens à travailler, on les rend presque paresseux. C'est aussi votre avis? Oui, c'est aussi mon avis. C'est vrai que l'église est importante. Il faut éduquer la population. L'église contribue en grande partie à l'éducation de la population et à notre bien-être. Mais l'église ne doit pas en abuser parce qu'il y a des églises presque dans chaque parcelle. Il y a une église. Tu ne peux pas dépasser 5 toits parcelles sans en trouver une. Alors, il y a des gens qui font l'église mais sans avoir la capacité ou l'aptitude nécessaire de comprendre que l'église est là pour aider et non pas pour rendre les gens naïfs. Je ne parle pas de toutes les églises, il y a les grandes églises qui se respectent et qui savent que travailler, c'est prier 2 fois. Donc, quand quelqu'un travaille, il est en train de prier parce que c'est en travaillant qu'on va trouver son pain quotidien. Vous mangerez à la sueur de votre front. Certainement. Donc, le travail ne doit pas être considéré comme une distraction. Mais c'est devenu à être considéré ainsi parce que même quand vous allez au travail, il n'y a plus rien à faire parce qu'on ne vous paye pas correctement et les gens profitent de cette faiblesse-là pour chercher autre chose à faire ailleurs et des bénédictions, des miracles, des dévéloteries à fuir le pays, tout ça. Certainement. C'est un peu ça. Mais à cela s'ajoute aussi, comme les téléspectateurs ont parlé, par exemple dans le quartier où il manque le courant et l'eau. Vous savez, dès que vous manquez l'eau au robinet, ipso facto, vous êtes obligé de perdre au moins 3 heures du temps d'une journée pour aller chercher cette eau-là. Il suffit de vous réveiller le matin à 5 heures, le temps d'aller trouver l'eau à la distance où vous allez trouver. Les heures là que vous êtes en train de perdre là, ça impacte aussi sur le rendement, soit du travailleur, soit de l'étudiant ou de l'élève. Parce qu'il est en train de perdre son temps sur ça. L'économiste a été clair, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait un tilt. Il a dit que le Premier ministre de l'époque a bâti sa ville de Kindu. Comment vous expliquez parce qu'il a dit qu'il a trouvé une période, en tout cas, assez agréable. Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, je m'exprime dans un français facile, une période post-Mouzito assez agréable, et Matata en a profité. Et pour lui, il a bâti sa ville de Kindu. Vous partagez cet avis? Est-ce que c'est une accusation grave ou c'est vérifiable? Donc, national quand même, est-ce que c'est vérifiable que la ville de Kindu aujourd'hui? Je n'ai jamais été à Kindu. Je me rappelle d'abord, une fois, on traitait les budgets, on a trouvé que la province du Maniema, en recette, donnait très peu, mais plutôt en recette, elle donnait très peu, mais elle recevait beaucoup qu'elle en donnait. Le député avait jasé sur ça. Ça avait tiré mon attention, mais aussi les quelques informations qui nous viennent. Il y a eu aussi beaucoup de constructions durant la période de Matata Ponyo à Kindu, qui est dans d'autres provinces. Donc, il détournait l'argent de la République et le focaliser. Je ne parlerai pas de détourner, mais néanmoins, c'est ça le mot le français. Donc, c'est ça. Privilégier, c'est le français. Il détournait l'argent de la République pour aller construire au Maniema. Moi, je ne prendrai pas le terme détourner, je prendrai le mot privilégier sa propre province. Alors, il y a quelques réalisations qu'il a faites là-bas, parce que je vis même sur le réseau, il a construit une université, il a construit une école, il a construit des choses qui ne sont pas ailleurs. Alors, de là, je confirme que Matata a profité, parce que lorsqu'on prend les mesures économiques, ce n'est pas le même jour que ça produit les effets, ça prend le temps. C'est-à-dire, Mouzito avait mis la base, et le temps que Matata est venu, il a profité de cela, mais il n'a pas pérennisé cela pour donner la chance aux autres qui viendront après lui de continuer. La stabilité, selon vous, était fictive? C'était une stabilité monétaire fictive? Elle était fictive parce qu'il n'y avait pas eu de décisions politiques ou économiques internes qui ont fait à ce qu'il y ait cette stabilité. Nous avions profité de l'effet du hasard. Les cours des métaux sur le marché international avaient quintuplé et les productions ici chez nous avaient presque quadruplé. Et ils profitaient de ce qui arrivait sans qu'il y ait des mesures politiques pour les encadrer. Et donc, on a la dette intérieure. Certainement. Il ne payait pas cette dette-là, c'était déjà le point, on avait déjà atteint le point d'achèvement. Il a profité simplement des circonstances. Et parce qu'aujourd'hui, à la seconde où il y a eu chute des cours des matières premières, à la seconde, l'inflation a commencé. C'est-à-dire, on n'a pas profité de la période de la vache grasse pour prévenir la période de la vache maigre. Si lorsqu'on avait cette vache grasse, lorsqu'il y avait le moyen, lorsque la monnaie était stable, lorsque les budgets étaient en train de se multiplier chaque année,
qu'il fallait prévenir déjà pour diversifier l'économie, comme vous m'avez posé la question, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le secteur de l'agriculture, l'agronomie, l'élevage, tout ça, essayer de faire avec les moyens qu'on avait. Mais ce n'est pas aujourd'hui, lorsque vous n'avez plus rien à main, parce qu'il n'y a même pas d'argent. Si les enseignants ont décidé de reprendre le cours aujourd'hui, sans qu'on puisse revoir à la hausse leur salaire, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec ce gouvernement, on ne peut rien espérer. Donc, ils ont tout simplement bénéficié du fait du hasard, parce que les autres avaient déjà fait le travail à leur place. Voilà, nous allons terminer par le sport, mesdames et messieurs. Le sport, c'est aussi une autre activité qui nous unit, malgré que les Léopards ne seront pas, en tout cas en Russie 2018, mais nous les soutenons toujours. Cap maintenant vers Cannes et d'autres championnats. Gagnons le Chan, nous sommes peut-être plus là, mais mettons l'accent sur la Cannes. Donc sport, enjeu du match RDC-Libye et préparation Léopard cycliste. La rencontre de ce jour a un enjeu capital pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Une victoire ce soir pour les Congolais et une défaite pour les Tunisiens relancerait l'espoir des coéquipiers de Cédric Bakambu dans la course pour la Coupe du Monde Russie 2018. Mais attention, il faut demeurer réaliste. Les fauves de la République démocratique du Congo doivent gagner à tout prix tous les deux matchs, en commençant par celui de ce soir et espérer un faux pas des Tunisiens pour participer à une phase finale de la Coupe du Monde 43 ans après. En cas d'une défaite des Congolais face aux Libyens et d'une victoire des Tunisiens sur les Guinéens, les poulains de Florent Ibenge n'auront plus qu'à dire adieu à la Russie 2018. Autre hypothèse, si les deux rencontres de ce soir dans le groupe A se soldaient par un score de parité, ce sera alors le statu quo, la Tunisie première au classement, tout comme la RDC deuxième, devront attendre chacun le résultat de la dernière journée pour savoir qui sera en Russie l'année prochaine, les Guinéens et les Libyens étant déjà éliminés dans la course. Pour rappel, la Tunisie occupe la première position avec 10 points, talonnée par la RDC avec 7 points. La Guinée vient en troisième position avec 3 points, alors que la Libye est dernière avec 3 points. Gagner plusieurs étapes et pourquoi pas remporter l'un des tours organisés à travers le continent demeure l'objectif principal des cyclistes congolais. Voilà qui justifie ces jours la présence de plusieurs cyclistes sur le boulevard Tchatchi pour faire face à ces défis majeurs. Sprint, relais et échappée étaient au rendez-vous. Après plusieurs jours de préparation, dirigeants, entraîneurs et athlètes disent leur détermination pour amener de bons résultats au pays de Joseph Kabila Kabange. Nous sommes une équipe montante et les résultats, ça se voit. On est déterminé d'arracher ne fût-ce qu'une étape. L'objectif est la victoire, hein? Puisque Moni, petit à petit, tous s'améliorer l'entraînement, performance, les matin. Alors tous déterminé. La victoire déjà comme une en peine. Donc, déjà, Batuana Tozoya na bango déjà bas sprint. Le tigari gato le galine liboso na bango do ba pesa bisoka mwata mwa mukie. Mwamba mala mwezali. Koyebi ke gouvernement ndenga to chabiso loboko balemba biso te ba continuer to sepelisa bango toujours pe to bando to ko sala effort to ya na meilleur résultat possible au donner na effort na biso mo. Nous sommes là pour encourager les enfants et puis pour montrer ce que nous on connaît aussi par rapport à l'expérience. C'est-à-dire nous sommes là pour soutenir coach ainsi que les athlètes pour aller de l'avant. Sauf changement des dernières minutes, les Léopards cyclistes congolais quitteront Kinshasa ce vendredi pour participer au Grand Prix Chantal Biya du Cameroun. John Kolela, un mot par rapport au Léopard. Vous êtes déçu? Bon, sérieusement, nous avions beaucoup d'espoir quand on a commencé les éliminations pour la Russie. On avait beaucoup d'espoir. En regardant la qualité de nos joueurs, on espérait qu'on devrait faire quand même quelque chose de consistant, de sorte que nous puissions y être appelés plusieurs années. Mais à ce jour, les espoirs sont en train de s'effriter au jour le jour. Et là, je pense que nous sommes déjà, en tout cas, dans une position que nous ne pouvons plus rien espérer
Donc c'est la déception, comme tout le Congolais. Quand j'ai suivi quelques micro-baladères ça et là, j'ai trouvé que les citoyens de mon pays sont dessus, alors que c'est le sport par moment qui fait la joie, qui nous donne les rares moments où on peut sourire, c'est le sport. Mais le fait que de ce côté-là, nous espérons plus, bon, nous attendons peut-être la prochaine fois. C'est vrai que quand il y a des fêtes, même on les voit dans d'autres clubs, c'est le coach qui est sanctionné. Est-ce que pour vous, John Kolela, doit-on sanctionner Florent Ibenge par rapport à notre prestation? Je ne crois pas que nous pouvons arriver jusque-là. Le coach Ibenge a fait son travail par rapport aux moyens qu'il avait. Je ne peux pas lui reprocher. Les erreurs sont arrivées, particulièrement notre match retour avec la Tunisie. C'est cette erreur-là qui nous a coûté très cher. C'était dans les toutes dernières minutes. Le 2-2 qu'on a encaissé ici au Stade des Martyrs, c'était vraiment... Parce que si on gardait nos deux buts, à ce jour, on aurait beaucoup d'espoir pour dire que les derniers tours, on pourrait faire quelque chose. Mais ça arrive, c'est dans le sport, ça arrive régulièrement. Nous ne sommes pas le premier. Nous devons garder courage et espérer qu'un jour ça arrivera. Nous aussi, nous serons le meilleur. Toujours soutenir nos léopards. Hein. Il faut savoir que le Nigeria est déjà, en tout cas, prêt pour la Russie. C'est la première équipe africaine à être qualifiée pour Russie 2018. Un mot par rapport au cyclisme, c'est quand même un sport aussi assez noble. Le cyclisme, bien qu'on n'en parle pas souvent en RDC. Hein. Oui, certainement. J'ai suivi les jeunes qui nous représentent là-bas dire qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Et j'espère que cela est fait de sorte que le sport, ce n'est pas seulement le foot. Nous devrons encourager tous les joueurs, tous les sportifs, comme les cyclistes, les boxeurs et les autres, de sorte que dans tout le domaine de sport, nous puissions avoir des meilleurs résultats. Et nous souhaitons bonne chance à nos cyclistes qui vont nous représenter, parce qu'à Likasi, là-bas aussi, je sais que le monsieur est ici, et il y a un cycliste qui vient de Likasi qui est toujours meilleur, c'est Jean-Louis Kiana, il fait partie de cette équipe-là. Et je pense que si on donne le moyen, on l'encadre correctement, je pense que c'est un jeune qui peut quand même faire l'honneur de la République. Nous allons terminer, mais un mot quand même par rapport aux activités de l'Assemblée nationale cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine en quelques mots? Quels sont les travaux pour l'Assemblée nationale cette semaine? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire cette semaine, John Kolela? Oui, comme vous le savez déjà, nous, à la fin de la semaine qui va commencer, nous allons consommer déjà un mois, il ne nous restera que 2. Et je demanderai davantage que le gouvernement puisse avoir le temps de nous déposer les budgets pour qu'on puisse avoir le temps de l'étudier et que nous puissions d'abord commencer... Le budget n'a pas encore été déposé? N'a pas encore été déposé jusqu'à ce jour, alors qu'il va rester déjà 2 mois. Dans les 2 mois, il y a les jours où on ne travaille pas comme le dimanche. Donc, il restera moins de 60 jours. Alors, il faut faire un effort pour déposer les budgets à temps, parce qu'avant même de déposer les budgets, il est nécessaire que nous puissions passer à la réduction des comptes pour contrôler comment les budgets passés a été appliqué. En dehors de cela, il y a déjà plusieurs initiatives des députés en matière de... Il y a des nouvelles lois adoptées à proposer aussi? Par exemple, la loi sur la révision du code minier, c'est déjà là. Et il y a particulièrement la loi sur... les élections, c'est aussi à réviser. Donc il y a tout cela qui nous demande d'être, en tout cas de travailler dans l'archepied pour trouver des solutions, mais aussi il y a les questions, les initiatives parlementaires de contrôle initiées par les députés que le président doit aligner. Particulièrement, il y a la demande d'explication du Premier ministre par rapport à son programme, par rapport au fait que le budget n'est pas exécuté pour payer correctement le travailleur et les fonctionnaires. Donc cette question-là, elle est aussi essentielle. Nous espérons que, comme c'est le mercredi qui est consacré au contrôle parlementaire et que déjà c'est mercredi, le président prendra soin de nous aligner pour que la population, les enseignants, les fonctionnaires puissent comprendre au moins pourquoi jusqu'à ce jour le Premier ministre n'est pas à mesure de répondre à leurs desiderata. Merci John Kolela, merci d'être passé à la barre, l'expression est consacrée. Merci donc à toute l'équipe technique, merci à Gilles Chibambe et à Papi Mondé qui est à la régie finale, merci à Freddy Kipimo, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, merci à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision, téléspectateurs et téléspectatrices aussi, il ne faut pas les oublier, et merci pour votre fidélité. Et une précision de taille, John Kolela a commencé, en tout cas passé à la télé chez moi, donc c'est une fierté pour moi de le revoir aujourd'hui encore sur Info 7. Merci en tout cas à vous mesdames et messieurs, et nous nous retrouvons avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup.